Une petite fille pieds nus entre dans un magasin, suppliant du lait pour son petit frère affamé. Les yeux embués de larmes, elle fait une promesse déchirante. « Je jure de te payer quand je serai grande. » Un millionnaire, ému par la scène, décide de changer le destin de cette famille par un simple geste de compassion. Il ignorait que cette promesse innocente allait marquer le début d'une transformation capable d'ébranler sa propre vie. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Par une nuit glaciale de décembre, les rues de Montmartre étaient presque désertes. La neige tombait doucement sur Paris, transformant la ville lumière en un paysage féerique, mais impitoyable pour ceux qui n'avaient pas de toit. Dans une petite épicerie de quartier encore ouverte à cette heure tardive, la clochette de la porte tinta faiblement. Marcel Dubois, propriétaire de l'établissement depuis plus de 30 ans, leva les yeux de son journal. Son regard se posa sur une petite silhouette qui venait d'entrer. Une fillette d'environ 8 ans, les pieds nus malgré le froid mordant, se tenait là, tremblante. Ses vêtements étaient usés et trop légers pour la saison. Mais ce qui frappa Marcel fut ce qu'elle serrait contre sa poitrine. Un bébé, enveloppé dans une couverture élimée. « Monsieur, dit-elle d'une voix claire malgré son corps transi de froid, j'ai besoin de lait pour mon petit frère. Il n'a pas mangé depuis hier. » Marcel contourna son comptoir concerné par l'état de ses enfants. « Où est ta maman, petite ? Elle attend sous le pont. Elle ne peut pas marcher aujourd'hui, » répondit la fillette, les yeux brillants de larmes contenues. Au fond du magasin, un homme observait la scène. Julien Moreau, 45 ans, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de technologie française, n'était sorti ce soir-là que par hasard, poussé hors de son penthouse luxueux par une insomnie tenace. Depuis 10 ans, depuis la disparition de son épouse Elisabeth, il vivait reclus dans sa tour d'ivoire, gérant son empire financier à distance, évitant le monde extérieur qui lui rappelait trop sa perte. « Je n'ai pas d'argent », continua la petite fille en regardant Marcel droit dans les yeux, « mais je vous promets que je vous paierai quand je serai grande. » Cette phrase, prononcée avec une conviction absolue, fit sourire Marcel. Mais ce fut la réaction de Julien qui changea tout. Quelque chose dans cette promesse enfantine, dans cette détermination face à l'adversité, perça la carapace qu'il s'était forgée depuis des années. « Je vais payer, » dit-il en s'avançant, surprenant autant Marcel que la fillette. « Comment ? T'appelles-tu » demanda-t-il en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Clémence, » répondit-elle, méfiante mais désespérée. « Et lui, c'est Thomas. »« Clémence, je m'appelle Julien. »« Tu me permets de t'aider, toi et ton petit frère ?» La fillette hésita, serrant plus fort le bébé contre elle. « Maman dit qu'il ne faut pas faire confiance aux étrangers. »« Ta maman ?»« T'as raison, » approuva Julien. « Mais ce soir, il fait très froid et ton frère a besoin de lait. » Il se tourna vers Marcel. « Préparez un panier avec tout ce dont une mère et 2 enfants pourraient avoir besoin pour quelques jours. » Pendant que Marcel s'affairait remplissant un grand sac de provisions, Julien parlait doucement à Clémence, gagnant progressivement sa confiance. Le bébé commença à s'agiter dans les bras de sa sœur. « Il a faim », expliqua-t-elle simplement. Marcel revint avec le sac et un biberon préparé. « Tiens, petite, pour ton frère. » Clémence accepta le biberon avec une gratitude visible et commença à nourrir Thomas avec des gestes expérimentés qui trahissaient une habitude déchirante pour son jeune âge. « Clémence, » dit Julien après un moment, « j'aimerais rencontrer ta maman. Pouvons-nous l'emmener ainsi que ton frère et toi dans un endroit chaud pour cette nuit ?» La méfiance revint dans les yeux de l'enfant. « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'il neige et qu'il fait froid. Personne ne devrait dormir dehors par un temps pareil, surtout pas un bébé. » Après une longue hésitation, Clémence acquiesça. Mais je dois d'abord lui demander. Elle a peur des gens qu'elle ne connaît pas. Julien respecta cette condition. Ils sortirent tous les 3 de l'épicerie, Marcel ayant insisté pour les accompagner, inquiet pour ses enfants. Clémence les guida à travers les ruelles de Montmartre, jusqu'à un passage sous le viaduc du boulevard périphérique, un lieu désolé où plusieurs personnes sans abri avaient établi un campement de fortune. Dans un recoin, protégé du vent par des cartons et des bâches, une jeune femme était assise, le regard vide. Malgré la saleté et l'épuisement visibles sur son visage, on devinait qu'elle avait dû être belle. Ses cheveux châtains emmêlés ne parvenaient pas à cacher ses traits fins. « Maman !»
appela doucement Clémence. « J'ai apporté du lait pour Thomas, et ces messieurs veulent nous aider. » La femme leva des yeux méfiants vers les deux hommes. Julien fut frappé par la profondeur de sa détresse, mais aussi par la lueur de protection féroce qui s'alluma dans son regard quand il s'approcha de ses enfants. « Bonsoir, madame, dit-il avec respect. Je m'appelle Julien Moreau, j'étais à l'épicerie quand votre fille est venue chercher du lait. Il fait très froid ce soir. Je voudrais vous proposer, à vous et vos enfants, une chambre d'hôtel pour quelques nuits. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix rauque trahissant un long silence. « Qu'est-ce que vous voulez en échange ?»« Rien du tout, » répondit sincèrement Julien. « Je veux simplement aider. Personne n'aide sans rien attendre en retour, » répliqua-t-elle amèrement. Marcel intervint alors. « Madame, je connais monsieur Moreau de réputation. C'est un homme honorable. Et si vous préférez, ma femme et moi pouvons vous accueillir. » Cette nuit, la jeune femme regarda longuement ses enfants. Thomas s'était endormi dans les bras de sa sœur et Clémence grelottait malgré ses efforts pour le cacher. « Je m'appelle Élodie, » dit-elle finalement, « et j'accepte pour cette nuit. Seulement pour cette nuit. » Julien hocha la tête, comprenant la fragilité de cette confiance. Il appela son chauffeur qui arriva rapidement avec une berline luxueuse. Élodie rassembla leurs maigres possessions dans un sac usé et avec une dignité remarquable malgré sa situation, elle monta dans la voiture avec ses enfants. Durant le trajet vers l'hôtel Georges V, Julien observa cette petite famille. Clémence s'était endormie contre sa mère, épuisée par sa mission nocturne. Thomas dormait paisiblement et Élodie regardait par la fenêtre, son visage reflétant un mélange de méfiance et d'espoir ténu. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait alors, c'est que cette rencontre fortuite dans une épicerie de Montmartre allait changer irrémédiablement le cours de leur vie. Pour Julien, confronté à cette famille brisée mais unie par un amour indéfectible, quelque chose s'était réveillé après 10 ans d'isolement volontaire. Pour Élodie et ses enfants, cette nuit marquait peut-être la fin d'une longue descente aux enfers, ou peut-être juste une brève accalmie avant de nouvelles épreuves. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils allaient dormir au chaud, le ventre plein, sans craindre le froid mordant de décembre ou les dangers de la rue. Dans sa tour d'ivoire de verre et d'acier, Julien avait tout, l'argent, le pouvoir, le respect. Pourtant, depuis la perte d'Élisabeth, il n'avait plus rien qui comptait vraiment. Ce soir, face à la promesse d'une enfant de 8 ans, « Je vous paierai quand je serai grande », il avait ressenti quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, l'émotion. Cette nuit-là, alors que Paris s'endormait sous son manteau neigeux, 4 destins venaient de s'entrelacer d'une façon que personne n'aurait pu prévoir. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, Élodie se réveilla en sursaut, désorientée par le confort inhabituel du lit. Pendant quelques secondes, elle ne reconnut pas la suite luxueuse de l'hôtel Georges V. Ses yeux balayèrent frénétiquement la pièce jusqu'à ce qu'elle aperçoive Clémence et Thomas, endormis paisiblement dans le grand lit adjacent au sien. La réalité de leur situation lui revint brutalement. Cet homme, Julien Moreau, les avait installés dans cet hôtel prestigieux sans poser de questions. Il avait même insisté pour qu'ils occupent une suite, affirmant que les enfants méritaient de l'espace. Avant de les quitter la veille, il avait laissé sa carte avec un numéro personnel griffonné au dos, leur assurant qu'ils pouvaient rester aussi longtemps que nécessaire. Élodie se leva doucement et s'approcha de la fenêtre. De là-haut, Paris s'étalait majestueusement, indifférente au drame qui se jouait en son sein. Combien de fois, sous le pont du périphérique, avait-elle levé les yeux vers les immeubles illuminés, se demandant comment sa vie avait pu basculer si brutalement. 2 ans plus tôt, elle était assistante dans une galerie d'art du Marais, vivant modestement mais dignement dans un petit appartement avec Clémence. Puis elle avait rencontré Vincent, charmant et attentionné au début, qui s'était révélé être un manipulateur violent dès qu'elle était tombée enceinte de Thomas. La descente aux enfers avait été rapide, perte d'emploi due aux absences causées par les accidents domestiques, puis expulsion de leur logement quand Vincent avait disparu après une dispute particulièrement violente, les laissant sans ressources avec un loyer impayé depuis des mois. La sonnerie du téléphone de la chambre interrompit ses pensées. Méfiante, elle décrocha. « Madame Laurent, c'est la réception. Monsieur Moreau a fait livrer des vêtements pour vous et vos enfants. Puis-je vous les faire monter ?» Élodie hésita. Cette générosité la mettait mal à l'aise, réveillant sa méfiance.
Pourtant, leurs vêtements actuels étaient usés, sales, inadaptés à la saison. « Oui, merci », répondit-elle finalement. Quelques minutes plus tard, plusieurs boîtes et sacs de grandes marques parisiennes furent livrés dans leur suite. En ouvrant les paquets, Élodie découvrit des vêtements élégants mais pratiques, parfaitement adaptés à leur taille respective. Comment avait-il pu deviner? Elle trouva la réponse dans une note jointe. « J'ai demandé à ma gouvernante de choisir ce qui pourrait vous être utile. J'espère ne pas avoir été trop présomptueux. Julien Moreau. » Clémence s'éveilla et s'émerveilla devant les nouvelles tenues. « Maman, regarde, c'est comme Noël. » Le visage de sa fille, illuminé par un bonheur simple qu'elle n'avait pas vu depuis si longtemps, fit vaciller les dernières réticences d'Élodie. Mais une question demeurait. Pourquoi cet homme les aidait-il? Que voulait-il vraiment? Dans son bureau du 8e arrondissement, Julien Moreau contemplait la photo d'Elisabeth sur son bureau. 10 ans s'étaient écoulés depuis l'accident qui avait emporté sa femme, mais la douleur restait vive. Il n'avait pas eu d'enfant. Elisabeth ne pouvait pas en avoir. Et après sa disparition, Julien s'était jeté corps et âme dans le travail, bâtissant un empire technologique tout en s'isolant émotionnellement. « Monsieur, votre frère est là », annonça sa secrétaire par l'interphone. Julien soupira. Il savait pourquoi Philippe venait. Sa gouvernante avait probablement parlé des vêtements qu'il avait fait acheter pour Élodie et ses enfants. Philippe Moreau entra sans attendre, impeccable dans son costume sur mesure. À 40 ans, il était l'exact opposé de son frère, extraverti, calculateur et obsédé par les apparences. « Tu perds la tête ?» attaqua-t-il sans préambule. « Madame Leroy m'a dit que tu as fait des achats pour des SDF que tu as ramassés dans la rue ?» Julien se leva, agacé par le ton condescendant de son frère. « Bonjour à toi aussi, Philippe. Je vais bien, merci de t'en inquiéter. Ne joue pas à ça avec moi. Depuis 10 ans, tu vis comme un ermite, et soudain tu te transformes en père. » « Noël pour une famille de clochards? Ne les appelle pas comme ça, » répliqua sèchement Julien. « C'est une mère et ses 2 enfants qui traversent une période difficile. Je les aide, c'est tout. » Philippe s'assit en face de son frère, adoptant un ton plus mesuré. « Julien, je m'inquiète pour toi. Tu n'as pas l'habitude d'interagir avec ce genre de personnes. Tu ne sais rien d'eux. Cette femme pourrait être une arnaqueuse, une toxicomane, n'importe quoi. J'ai vu ses yeux, Philippe. J'ai vu comment elle protège ses enfants. Elle n'est pas ce que tu insinues. »« Ah, les fameux yeux, » railla Philippe. « Tu as toujours été trop idéaliste. C'est moi qui ai dû gérer les aspects pratiques de l'entreprise pendant que tu rêvassais à tes innovations. Maintenant, écoute-moi. Fais un don à une association, si tu veux te donner bonne conscience, mais ne t'implique pas personnellement. » Julien se leva et s'approcha de la baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur Paris. « Tu te souviens de cette histoire que papa nous racontait sur grand-père et comment il a bâti notre fortune ?» Philippe soupira, exaspéré. Bien sûr, parti de rien, travail acharné, etc., le mythe fondateur familial. Ce n'est pas un mythe. Grand-père était réellement sans abri après la guerre. Il a survécu grâce à l'aide d'un boulanger qui l'a nourri et logé. Sans cette main tendue, notre famille n'existerait pas. C'était une autre époque, balaya Philippe. Aujourd'hui, il y a des services sociaux pour ça. Des services qui n'ont pas empêché une fillette de 8 ans de marcher pieds nus dans la neige pour chercher du lait pour son petit frère. Le téléphone de Julien vibra, interrompant leur confrontation. Un message de l'hôtel. Élodie demandait à le voir. Il répondit immédiatement qu'il serait là dans 1 heure. « Tu vas la retrouver maintenant ?» demanda Philippe incrédule. « Oui, et je te conseille de ne pas t'en mêler, » répondit fermement Julien en rassemblant ses affaires. Philippe le regarda partir, mâchoire serrée. Son frère était naïf, manipulable depuis son deuil. Tant qu'avocat d'affaires et cohéritier de l'entreprise familiale, il se considérait comme le gardien du patrimoine Moreau. Cette femme, Élodie, représentait une menace qu'il devait neutraliser avant qu'elle ne s'immisce davantage dans la vie de Julien. À l'hôtel, Élodie attendait nerveusement dans le lobby. Vêtue d'un simple tailleur bleu marine offert par Julien, elle paraissait transformée. Ses cheveux propres et coiffés encadraient un visage aux traits fins qui, malgré les épreuves, conservait une beauté naturelle. Clémence, dans une jolie robe avec des collants chauds, serrait la main de sa mère. Thomas dormait dans une poussette également fournie par l'hôtel. Quand Julien arriva,
Élodie se leva, droite et digne. Monsieur Moreau, je vous remercie pour votre générosité, mais nous ne pouvons pas accepter davantage. Julien fut surpris par cette entrée en matière. Je comprends votre réticence, mais... Non, vous ne comprenez pas, coupa doucement Élodie. J'ai été élevé avec des principes. Je ne peux pas laisser un étranger, aussi bienveillant soit-il, nous entretenir. Nous devons retrouver notre indépendance. Julien l'observa impressionné par sa dignité. Que proposez-vous alors? Je dois retrouver un emploi. J'étais assistante dans une galerie d'art avant que les choses ne se compliquent. Et pour vos enfants, qui s'en occupera pendant que vous travaillerez? Le visage d'Élodie s'assombrit. C'était précisément le problème qui l'avait conduite à la rue. Sans famille pour l'aider, sans moyens pour payer une garde d'enfants et avec un bébé encore trop jeune pour la crèche, elle était piégée dans un cercle vicieux. « J'ai peut-être une solution », proposa Julien. « J'ai un appartement inoccupé dans le quartier de Belleville. Il appartenait à ma gouvernante avant qu'elle ne vienne vivre chez moi. Vous pourriez y habiter le temps de vous reconstruire. Et pour Thomas, ma gouvernante pourrait s'en occuper pendant vos heures de travail. » Élodie le regarda, méfiante, mais aussi désespérément tentée par cette offre qui semblait résoudre tous ses problèmes immédiats. « Pourquoi feriez-vous tout cela pour nous? Vous ne nous connaissez même pas. » Julien sourit tristement. « Disons que j'ai besoin de me rappeler qu'il y a encore de la beauté dans ce monde. Votre fille me l'a rappelé hier soir avec sa promesse. » Clémence leva les yeux vers lui. « Je tiens toujours mes promesses, monsieur. » « Je n'en doute pas, répondit Julien en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Et c'est une qualité rare et précieuse. » Élodie observait cet échange, partagé entre méfiance et espoir. Finalement, elle prit une décision. « Nous acceptons votre aide, mais temporairement, et je veux contribuer dès que possible. »« Bien sûr, » acquiesça Julien. « Je connais justement une galerie qui cherche une assistante. » Ce qu'Élodie ne savait pas, c'est que cette galerie appartenait à Julien, un investissement secondaire qu'il avait fait en mémoire d'Élisabeth, qui aimait l'art. Ce qu'elle ne savait pas non plus, c'est que Philippe Moreau venait de mandater un détective privé pour enquêter sur son passé, déterminé à protéger la fortune familiale de ce qu'il considérait comme une menace potentielle. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette rencontre fortuite à l'épicerie de Montmartre. Le printemps commençait à teinter Paris de couleurs nouvelles et la vie d'Élodie et ses enfants avait radicalement changé. L'appartement de Belleville, modeste mais confortable, était devenu leur refuge. Clémence était inscrite dans une école privée du quartier et Thomas s'épanouissait sous les soins attentifs de Madame Leroy, la gouvernante de Julien, pendant qu'Élodie travaillait à la galerie Élisabeth. Ce matin-là, Élodie préparait Clémence pour l'école avec une pointe d'anxiété. Depuis quelques jours, sa fille semblait moins enthousiaste à l'idée d'aller en classe. « Tu as bien dormi, ma chérie ?» demanda-t-elle en brossant les cheveux de Clémence. La petite haussa les épaules. « Oui, maman. Tu es sûre que tout va bien à l'école? Tu n'as pas l'air aussi joyeuse qu'avant. » Clémence baissa les yeux. « C'est rien. » Élodie s'agenouilla devant sa fille, prenant ses petites mains dans les siennes. « Clémence, tu peux tout me dire, qu'est-ce qui se passe ?» Après un long silence, les mots sortirent en rafale. « Zoé et Léa disent que je ne devrais pas être dans leur école. Elles disent que nous sommes des mendiants et que M. Julien nous fait la charité. » Le cœur d'Élodie se serra. C'était précisément ce qu'elle avait redouté, que le passé récent de leur famille affecte l'intégration de Clémence. « Ces filles te disent des choses méchantes ?» Clémence hocha la tête. « Elles ont découvert qu'on vivait sous le pont avant. Maintenant, personne ne veut jouer avec moi. »« Oh, ma puce !» murmura Élodie en serrant sa fille contre elle. « Comment des enfants de 8 ans pouvaient-ils être aussi cruels ? Écoute-moi bien, nous avons traversé des moments difficiles, c'est vrai, mais cela ne définit pas qui nous sommes. Tu es une petite fille intelligente, courageuse et gentille. Ces qualités sont bien plus importantes que l'endroit où nous avons dormi pendant quelques mois, mais pourquoi elles sont si méchantes ? Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont jamais eu à affronter les difficultés que nous avons connues, alors ils jugent sans savoir. » Cette explication, bien qu'honnête, semblait bien complexe pour une enfant de 8 ans. Élodie se promit d'en parler à la directrice de l'école. En attendant, elle devait préparer Clémence à affronter cette situation. « Tu sais ce que tu pourrais leur dire.
que chaque personne a une histoire et que la tienne est celle d'une guerrière qui a protégé son petit frère contre vent et marée. Un léger sourire apparut sur le visage de Clémence. Comme dans les contes que tu me lis? Exactement. Et tu sais quoi? Les princesses dans les contes traversent toujours des épreuves avant de trouver leur bonheur. Cette comparaison sembla apaiser momentanément Clémence, qui accepta de partir pour l'école avec un peu plus d'entrain. Mais Élodie savait que le problème ne serait pas résolu si facilement. Après avoir déposé sa fille, elle se rendit à la galerie Élisabeth où sa journée de travail l'attendait. La galerie, située dans le Marais, exposait principalement des artistes contemporains émergents. Élodie s'y était rapidement fait une place, impressionnant la directrice par ses connaissances en art et son sens de l'organisation. « Bonjour, Élodie », l'accueillit Martine Delacroix, la directrice. « Tu tombes bien, Julien Moreau vient de m'appeler. Il passera en fin de journée pour voir la nouvelle exposition. » Le cœur d'Élodie fit un bond. Depuis leur installation à Belleville, Julien maintenait une distance respectueuse, les visitant occasionnellement pour s'assurer que tout allait bien, mais évitant soigneusement de s'imposer. Élodie appréciait cette délicatesse, tout en se surprenant parfois à attendre ses visites avec une impatience qu'elle préférait ne pas analyser. « J'ignorais qu'il était si impliqué dans la galerie », remarqua-t-elle, tentant de paraître détachée. Martine sourit, énigmatique. « Disons qu'il a un intérêt particulier pour cet endroit. » La journée passa rapidement entre l'accueil des visiteurs et la préparation de la prochaine exposition. Vers 18h, alors qu'Élodie organisait les derniers détails, la clochette de l'entrée tinta. Julien apparut, élégant comme toujours dans son costume sombre, mais avec quelque chose de différent dans son attitude, une légèreté qu'elle ne lui connaissait pas. « Bonsoir, Élodie, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Comment allez-vous ?»« Bien, merci, » répondit-elle, soudain consciente de sa tenue simple et de ses cheveux probablement décoiffés après une journée de travail. Ils discutèrent de l'exposition, Julien démontrant une connaissance approfondie de l'art contemporain qui surprit agréablement Élodie. Après la fermeture de la galerie, il lui proposa de l'accompagner chercher Clémence à l'étude surveillée. Pendant leur marche, Élodie lui parla des difficultés que sa fille rencontrait à l'école. « Le problème avec ces écoles privées, » soupira Julien, « c'est qu'elles concentrent souvent des enfants issus de milieux privilégiés qui n'ont jamais été confrontés à la diversité sociale. » « Je me demande si j'ai bien fait d'accepter qu'elle y aille, » confessa Élodie. « Peut-être qu'une école publique aurait été moins élitiste. » « Ne doutez pas de votre décision. Cette école offre une excellente éducation. C'est à l'administration de gérer ces problèmes de harcèlement, pas à vous de retirer Clémence. » Élodie fut touchée par cette réponse, qui la déchargeait d'une partie de sa culpabilité. « Je vais parler à la directrice demain. » Ils arrivèrent à l'école où Clémence les attendait dans la cour. En voyant Julien, son visage s'illumina. « Monsieur Julien, vous êtes venu ?»« Bien sûr, petite guerrière, » répondit-il en s'agenouillant pour la saluer. « Ta maman m'a dit que tu avais quelques soucis avec certaines camarades. » Le visage de Clémence s'assombrit. « Elles disent que je suis une mendiante. Tu sais ce que je pense ?» dit Julien sérieux. « Je pense que tu es la petite fille la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Et le courage, c'est bien plus rare et précieux que l'argent. » Sur le chemin du retour, Julien leur proposa de dîner dans un petit restaurant du quartier. Pendant le repas, il raconta des histoires qui firent rire Clémence, lui parlant de personnages célèbres qui avaient connu la pauvreté avant de réussir. Victor Hugo lui-même a connu des périodes très difficiles, expliqua-t-il. Et pourtant, il est devenu l'un des plus grands écrivains français. Clémence l'écoutait, fascinée. « Vraiment? Il était pauvre comme nous? Ah oui. Et sais-tu ce qui l'a aidé? Son courage et sa détermination, exactement comme toi. » Après le dîner, Julien les raccompagna jusqu'à leur appartement. Tandis que Clémence allait se préparer pour le coucher, Élodie retint Julien sur le palier. « Merci pour ce que vous avez dit à Clémence. Ça compte beaucoup pour elle et pour moi. »« Je n'ai dit que la vérité, » répondit Julien. Puis, hésitant légèrement, Élodie, « J'organise un dîner ce week-end pour quelques amis et collaborateurs. J'aimerais que vous veniez, avec les enfants, bien sûr. » Élodie fut surprise par cette invitation. « Je ne suis pas sûre d'être à ma place dans ce genre d'événement. Au contraire, vous apporteriez une perspective rafraîchissante parmi ces gens qui parlent toujours des mêmes choses. » Devant son insistance bienveillante,
Élodie finit par accepter. Ce qu'elle ignorait, c'est que Philippe Moreau serait présent à ce dîner et qu'il venait de recevoir le rapport détaillé du détective privé sur son passé. À l'autre bout de Paris, dans son luxueux appartement du 16e arrondissement, Philippe Moreau parcourait justement ce rapport. Il y découvrait le passé d'Élodie Laurent. Son enfance en banlieue parisienne, ses études d'histoire, de l'art interrompu faute de moyens, son emploi à la galerie Rivoli, puis sa relation avec Vincent Mercier, un homme connu des services de police pour violences conjugales. Ce qui intéressait particulièrement Philippe, c'étaient les détails sur la précarité financière d'Élodie avant sa rencontre avec Julien. Des loyers impayés, des découverts, bancaires, des dettes accumulées, autant d'éléments qui, selon lui, prouvaient qu'elle n'était qu'une opportuniste ayant trouvé en son frère une proie facile. « Tu es tellement naïf, Julien », murmura-t-il en refermant le dossier, « mais je ne te laisserai pas dilapider notre héritage pour une famille de profiteurs. » Ce week-end serait l'occasion parfaite pour mettre en œuvre son plan. Discréditer subtilement Élodie devant les amis et associés de Julien, tout en semant le doute dans l'esprit de son frère quant aux véritables motivations de cette femme. Ce que Philippe ignorait, c'est que le destin préparait d'autres surprises. Car le lendemain, Vincent Mercier, l'ancien compagnon violent d'Élodie et père biologique de Thomas, allait refaire surface dans leur vie, bien décidé à revendiquer ses droits sur son fils après avoir appris qu'Élodie était désormais liée à une famille fortunée. Le samedi soir arriva trop vite au goût d'Élodie. Debout devant le miroir de sa chambre, elle ajustait nerveusement la robe prêtée par Martine pour l'occasion. Une création simple mais élégante d'un bleu profond qui mettait en valeur ses yeux. Clémence, ravissante dans sa petite robe à volants, observait sa mère avec admiration. « Tu es belle comme une princesse, maman », dit-elle avec un sourire lumineux. Élodie embrassa tendrement sa fille. « Et toi, tu es la plus jolie des petites. » Phil, Thomas, maintenant âgé de 14 mois, babillait joyeusement dans son parc, inconscient des enjeux de cette soirée. Élodie le prit dans ses bras, inspirant profondément pour calmer son anxiété. « Allons-y », murmura-t-elle, autant pour elle-même que pour ses enfants. « Nous ne sommes pas moins dignes que quiconque d'être là-bas. » Le taxi les déposa devant l'imposant immeuble haussmannien où résidait Julien. Le portier les accueillit avec déférence, les guidant vers l'ascenseur qui montait directement à l'appartement. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le penthouse, Élodie resta un instant sans voix. L'espace était somptueux, mais étrangement chaleureux avec de hauts plafonds, des œuvres d'art contemporain sur les murs et une vue panoramique sur Paris illuminé. Julien vint les accueillir immédiatement, visiblement heureux de leur présence. « Vous êtes magnifiques tous les trois », dit-il avec sincérité. Il les présenta à ses invités, une quinzaine de personnes, principalement des collaborateurs, quelques amis proches, et, bien sûr, Philippe, qui observait la scène depuis fait un coin de la pièce, un verre de whisky à la main. Clémence fut rapidement prise en charge par Madame Leroy, qui avait préparé des jeux dans une pièce adjacente pour elle et les enfants des autres invités. Thomas, quant à lui, s'endormit paisiblement dans une chambre transformée en nurserie pour l'occasion. Laissée à elle-même parmi les invités, Élodie se sentait comme un poisson hors de l'eau. Les conversations tournaient autour de sujets qui lui semblaient d'un autre monde. Cours de la bourse, derniers restaurants étoilés, voyages dans des destinations exclusives. Elle se tenait en retrait, un verre de champagne à peine touché à la main, quand une femme élégante d'une 50aine d'années s'approcha d'elle. « Vous devez être Élodie », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Je suis Marianne Dufresne, une vieille amie de la famille Moreau. Julien m'a beaucoup parlé de vous. » Surprise mais soulagée de cette approche amicale, Élodie engagea la conversation. Marianne, professeure de littérature à la Sorbonne, se révéla être une interlocutrice fascinante, partageant avec passion ses connaissances sur l'art et la culture. Pour la première fois de la soirée, Élodie se détendit véritablement. De l'autre côté de la pièce, Philippe observait cette interaction avec contrariété. Ce n'était pas ainsi que la soirée devait se dérouler. Élodie était censée se sentir déplacée, pas trouver des alliés parmi les invités. Il était temps d'intervenir. « Alors, Élodie, dit-il en s'approchant du duo, Julien nous a dit que vous travailliez à la Galerie Elisabeth. Une coïncidence intéressante, n'est-ce pas ?»« Une coïncidence, répéta Élodie, confuse. « Oui, le fait que vous ayez trouvé un emploi exactement dans la galerie que mon frère possède.
précisa Philippe, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Très chanceux. Élodie sentit son visage s'empourprer. Je ne savais pas que Julien était propriétaire de la galerie. Marianne lança un regard désapprobateur à Philippe. Philippe, mon cher, pourquoi n'irais-tu pas voir si Julien a besoin d'aide avec le vin? Bien sûr, Marianne, acquiesça-t-il, faussement obéissant. Mais avant de partir, il ajouta à l'intention d'Élodie: vous devriez demander à Julien pourquoi la galerie s'appelle Elisabeth. C'est une histoire touchante. Restée seule avec Marianne, Élodie se sentait déstabilisée. « Qui est Elisabeth ?» demanda-t-elle doucement. Le visage de Marianne s'adoucit avec compassion. C'était l'épouse de Julien. Elle est partie il y a 10 ans dans un accident de voiture. Ils étaient profondément amoureux, des âmes sœurs, vraiment. Julien n'a jamais vraiment surmonté cette perte. Cette révélation frappa Élodie, comme un coup physique. Soudain, beaucoup de choses prenaient sens. La mélancolie qu'elle percevait parfois dans les yeux de Julien, sa réticence initiale à s'engager émotionnellement, son isolement. « Je ne savais pas », murmura-t-elle. « Il ne m'en a jamais parlé. Julien garde ses blessures pour lui, » expliqua Marianne. « Mais depuis qu'il vous a rencontré, toi et tes enfants, quelque chose a changé en lui. Il sourit plus, il s'ouvre davantage. C'est comme si vous lui aviez redonné une raison de vivre pleinement. » Élodie ne savait que répondre à cela. Elle avait toujours considéré Julien comme leur bienfaiteur, jamais comme quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'eux, autant qu'ils avaient besoin de lui. Le dîner fut annoncé, interrompant ses réflexions. Placée à la droite de Julien, Élodie observait discrètement son hôte pendant qu'il échangeait avec ses invités. Il y avait effectivement une nouvelle vivacité chez lui, une chaleur qui contrastait avec le souvenir de l'homme réservé qu'elle avait rencontré cette nuit de décembre. Pendant le repas, la conversation dériva vers des sujets sociaux, notamment la crise du logement à Paris. Philippe en profita pour lancer une nouvelle pique. Bien sûr, nous avons tous de la compassion pour les personnes en difficulté, dit-il avec une fausse bienveillance, mais nous devons admettre que certains profitent du système. Des gens qui prétendent être dans le besoin pour exploiter la générosité des autres. Élodie sentit tous les regards se tourner subtilement vers elle. La suggestion était claire. Elle était une de ces profiteuses. À sa grande surprise, ce fut Clémence qui répondit. Revenue dans la salle à manger pour demander quelque chose à sa mère, elle avait entendu la remarque de Philippe. « Ma maman n'est pas comme ça », dit-elle d'une voix claire qui figea la tablée. « Elle travaille très dur. Avant, elle pleurait la nuit quand elle pensait que je dormais, parce qu'elle ne pouvait pas nous donner à manger à Thomas et moi. Mais elle ne demandait jamais rien à personne. » Un silence pesant s'abattit sur la table. Élodie, mortifiée mais fière, attira sa fille contre elle. « Je suis désolée, » murmura-t-elle à l'intention de Julien. « Ne le soyez pas, » répondit-il fermement. Puis, s'adressant à tous, « Clémence a raison. Sa mère est l'une des personnes les plus dignes et travailleuses que j'ai rencontrées. Si quelqu'un ici pense différemment, il peut quitter ma table. » Son regard se posa sans équivoque sur Philippe qui, pour la première fois de la soirée, semblait mal à l'aise. Le reste du dîner se déroula dans une ambiance plus détendue. Élodie, encouragée par le soutien inattendu de Julien, participa plus activement aux conversations, partageant même ses connaissances sur certains artistes exposés dans la galerie. Tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Julien proposa à Élodie de rester un peu plus longtemps pour discuter. Thomas dormait profondément et Clémence jouait paisiblement avec les enfants restants sous la supervision de Madame Leroy. Ils s'installèrent sur la terrasse, enveloppés dans la douceur d'une soirée de printemps parisienne. La ville s'étendait à leurs pieds, scintillante comme un océan d'étoiles. « Je suis désolé pour l'attitude de Philippe », commença Julien. « Il est protecteur à l'excès. »« Je comprends », répondit Élodie. « Il craint que je profite de votre générosité. »« Ce n'est pas ça qui l'inquiète vraiment, » soupira Julien. « Il a peur que je m'attache à vous et aux enfants, que je devienne vulnérable. » Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits. « Marianne m'a parlé d'Elisabeth, » dit finalement Élodie. « Je suis désolé pour votre perte. » Julien fixa l'horizon un long moment avant de répondre. « Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une ombre. J'existais sans vraiment vivre. Puis, cette nuit de décembre, j'ai vu Clémence entrer dans cette épicerie, déterminée malgré tout ce qu'elle traversait. Et quelque chose s'est réveillé en moi.
Il se tourna vers elle, ses yeux reflétant une émotion brute qu'Élodie n'avait jamais vue chez lui. « Vous et vos enfants m'avez rappelé ce que c'était que d'avoir un but, de se soucier profondément de quelqu'un. » Élodie sentit sa gorge se nouer. Comment lui dire qu'elle aussi commençait à ressentir des émotions qu'elle croyait perdues à jamais? Comment lui avouer qu'après l'enfer qu'elle avait vécu avec Vincent, elle avait juré de ne plus jamais faire confiance à un homme, mais que lui, lentement, reconstruisait cette confiance brisée. Avant qu'elle ne puisse trouver les mots, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Généralement, elle aurait laissé la messagerie prendre l'appel, mais une intuition la poussa à répondre. « Allô? Élodie, c'est moi !» Cette voix. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis plus d'1 an, mais qui suffisait à réveiller ses cauchemars. « Vincent. Comment as-tu eu ce numéro ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai mes sources, » répondit-il avec un rire sec. « J'ai appris des choses intéressantes, Élodie. Il paraît que tu vis dans un bel appartement maintenant, que tu fréquentes un millionnaire. Tu as rapidement remplacé le père de ton fils, à ce que je vois. » Élodie ferma les yeux, luttant contre la vague de terreur qui menaçait de la submerger. « Que veux-tu, Vincent ?»« Mon fils, pour commencer. J'ai des droits, tu sais, et peut-être une petite compensation pour tout ce temps où tu m'as privé de lui. »« Tu n'as aucun droit, » articula-t-elle, essayant de maîtriser sa voix. « Tu nous as abandonnés. Tu as disparu pendant plus d'1 an. Les choses ont changé. Je suis sobre. Maintenant, j'ai un travail. Et j'ai un très bon avocat qui est prêt à m'aider à récupérer la garde de Thomas. » La menace était claire. Élodie raccrocha les mains tremblantes. « Élodie, que se passe-t-il » demanda Julien, alarmé par son expression. « C'était Vincent, le père de Thomas, » murmura-t-elle, encore sous le choc. « Il veut récupérer son fils, et il sait où nous vivons. » Sans un mot, Julien la prit dans ses bras. Ce geste simple, cette promesse tacite de protection, fit céder les dernières barrières d'Élodie. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à pleurer ouvertement, libérant la peur et l'angoisse accumulées. Ce qu'ils ignoraient tous deux, c'est que leur étreinte était observée par Philippe depuis la baie vitrée du salon, et que dans son esprit, cela confirmait ses pires soupçons. Son frère était en train de tomber amoureux d'une femme qui, il en était convaincu, le manipulait. La menace de Vincent venait de s'ajouter à une situation déjà complexe. Une tempête se préparait, menaçant la fragile stabilité qu'Élodie et ses enfants avaient retrouvée, et mettant à l'épreuve les sentiments naissants entre elle et Julien. Les jours qui suivirent l'appel de Vincent plongèrent Élodie dans une angoisse permanente. Chaque sonnerie de téléphone, chaque bruit dans l'escalier la faisait sursauter. Elle avait pris l'habitude de vérifier 3 fois que la porte était verrouillée avant de se coucher et gardait Thomas constamment près d'elle. Julien, fidèle à sa promesse tacite, avait immédiatement réagi. Dès le lendemain du dîner, il avait engagé Maître Claire Dubois, l'une des meilleures avocates familiales de Paris, pour défendre les droits d'Élodie. Il avait également renforcé la sécurité de l'immeuble de Belleville, installant un système de vidéosurveillance discret mais efficace. « Tu n'es pas obligé d'affronter cela seul », lui avait-il dit avec une douceur qui avait presque fait pleurer Élodie à nouveau. Ce matin-là, Élodie attendait nerveusement dans le cabinet de Maître Dubois. C'était leur 3e rendez-vous en 2 semaines, et l'avocate devait leur présenter sa stratégie de défense. Julien l'accompagnait, ayant insisté pour être présent malgré un emploi du temps surchargé. « Bonjour à vous deux », les salua Claire en entrant, impeccable dans son tailleur gris. « J'ai des informations importantes. » Elle s'installa derrière son bureau et ouvrit un dossier. « J'ai enquêté sur Vincent Mercier. La situation est à la fois préoccupante et encourageante pour notre cas. » Élodie se crispa, anticipant le pire. « Commençons par les bonnes nouvelles, » poursuivit Claire. « Vincent a effectivement un emploi, mais il est très récent, 3 mois à peine comme serveur dans un bistrot. Il a loué un studio dans le 19e, mais son bail est également récent. Tout cela suggère une stabilité de façade, probablement, construite pour appuyer sa demande de garde. » Elle marqua une pause avant de continuer. Moins encourageant, il a engagé Maître Leroy, un avocat connu pour ses méthodes agressives dans les affaires de garde. Et d'après mes sources, quelqu'un finance ses démarches. Vincent n'aurait pas les moyens de s'offrir les services de Leroy avec son salaire de serveur. « Quelqu'un le finance ?» répéta Julien, perplexe.
Qui pourrait avoir intérêt à l'aider? Un terrible soupçon traversa l'esprit d'Élodie, mais elle le chassa immédiatement. Même Philippe ne descendrait pas si bas. La question n'est pas qui le finance, mais comment nous allons contrer sa démarche, intervint Claire, pragmatique. Vincent base sa demande sur 2 arguments. Son statut de père biologique jamais déchu de ses droits parentaux et l'accusation qu'Élodie l'aurait délibérément empêché de voir son fils. « C'est absurde !» s'exclama Élodie. « Il nous a abandonnés après avoir… » Elle s'interrompit, incapable de verbaliser les violences subies. Julien posa une main rassurante sur la sienne. « Nous allons contre-attaquer sur plusieurs fronts, » expliqua Claire. « D'abord, nous avons vos dépositions de police concernant les violences conjugales, même si vous n'avez jamais porté plainte formellement. Ensuite, son abandon pendant plus d'1 an, sans aucune tentative de contact ni soutien financier. Enfin, nous démontrerons l'instabilité de sa situation actuelle face à l'environnement stable que vous offrez à Thomas. » Elle sortit plusieurs documents. « J'ai besoin que vous signiez ces attestations, et nous allons constituer un dossier avec des témoignages de personnes pouvant attester de votre qualité de mère et de la stabilité dont bénéficie Thomas. » Élodie signa les papiers, mais une question la tourmentait. « Et si nous perdons? S'il obtient ne serait-ce qu'un droit de visite ?» Claire la regarda droit dans les yeux. Élodie, « Aucun juge aux affaires familiales ne confiera la garde complète à un père qui a été absent plus d'1 an et qui a un historique de violence. Au pire, il pourrait obtenir des visites surveillées dans un lieu neutre, avec un travailleur social présent. » Cette perspective, bien que préférable à une garde partagée, terrorisait tout de même Élodie. L'idée que Thomas, si petit, si vulnérable, se retrouve même brièvement en présence de Vincent lui était insupportable. En quittant le cabinet, Julien proposa à Élodie de marcher un peu le long de la Seine avant de retourner travailler. Le temps était doux, annonçant l'été proche. « Tu as peur » dit-il simplement après quelques minutes de silence. Élodie acquiesça, pas seulement pour Thomas, pour Clémence aussi. Elle a déjà vécu les violences de Vincent. Même si elle n'est pas concernée par la garde, le simple fait qu'il revienne dans nos vies… Tu as envisagé de parler de tout ça à Clémence? Comment expliquer à une enfant de 8 ans que l'homme qui terrorisait sa mère veut maintenant s'occuper de son petit frère? Julien réfléchit un moment. Les enfants comprennent plus de choses qu'on ne le croit, et ils détectent notre anxiété, même quand on essaie de la cacher. Élodie savait qu'il avait raison. Clémence avait remarqué son comportement changer, ses regards anxieux, ses sursauts au moindre bruit. « Je lui parlerai ce soir », décida-t-elle. Ils s'arrêtèrent sur le pont des Arts, contemplant la Seine qui coulait paisiblement sous leurs pieds. C'était un de ces moments parfaits où Paris semblait suspendu dans le temps, indifférente au drame qui se jouait en son sein. « J'ai une proposition », dit soudain Julien. « J'ai une maison en Provence, près d'Aix, un endroit isolé et paisible. Vous pourriez y aller tous les 3 pendant quelque temps, loin de toute cette pression. » Élodie fut tentée l'espace d'un instant par cet échappatoire. Puis la réalité la rattrapa. « Je ne peux pas fuir, Julien. Ce serait exactement ce que Vincent utiliserait contre moi, l'accusation que j'emmène son fils loin de lui. »« Tu as raison, » admit-il, « mais promets-moi d'y réfléchir si les choses deviennent trop difficiles ici. » En retournant à la galerie, Élodie fut surprise d'y trouver Philippe qui discutait avec Martine. Que faisait-il là? Il ne s'était jamais intéressé à la galerie auparavant. « Ah, Élodie, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses… « Que, justement, nous parlions de vous. »« Vraiment ?» répondit-elle méfiante. « Oui, j'expliquais à Martine combien mon frère apprécie votre travail ici. Il a toujours eu un œil pour repérer les talents. » Le sous-entendu était clair et blessant. Élodie allait répliquer quand son téléphone sonna. Le numéro de l'école de Clémence s'affichait. « Madame Laurent ? Ici, Madame Moreau, la directrice de l'école. Il y a eu un incident avec Clémence. Rien de grave, mais nous aimerions que vous veniez dès que possible. » Le cœur d'Élodie s'accéléra. Que s'est-il passé? Une altercation avec une camarade. Clémence est un peu secouée, mais elle va bien. Élodie raccrocha déjà en mouvement vers la sortie. « Je dois aller à l'école de Clémence », annonça-t-elle à Martine qui acquiesça immédiatement. « Je vous accompagne », proposa Julien qui avait tout entendu. Philippe les regarda partir ensemble, une expression indéchiffrable sur le visage. L'école, ils furent accueillis par la directrice qui les conduisit à l'infirmerie, où Clémence attendait, le visage fermé, une
compresse sur le bras. « Ma chérie, que s'est-il passé ?» demanda Élodie en s'agenouillant devant sa fille. « C'est Zoé, » répondit Clémence d'une petite voix. « Elle a dit que mon papa allait venir reprendre Thomas parce que tu es une mauvaise. Mère ?» Élodie sentit son sang se glacer dans ses veines. Comment Zoé pouvait-elle être au courant de la situation avec Vincent? Elle a dit que son père l'avait entendu au cabinet d'avocat, poursuivit Clémence, et que bientôt on retournerait vivre sous le pont parce que M. Julien se lasserait de nous. Julien s'était figé à ces mots. « Quel est le nom de famille de cette Zoé ?» demanda-t-il d'une voix étrangement calme. « Zoé Leroy, » répondit la directrice. « Sa mère est venue la chercher. Elle était très contrariée par l'incident. »« Leroy, » murmura Julien. « Comme Maître Leroy, l'avocat de Vincent ?» La directrice sembla surprise. « En effet, son père est avocat. Comment le savez-vous » Les pièces du puzzle s'assemblèrent d'une façon terrifiante. Julien échangea un regard avec Élodie, qui avait compris en même temps que lui. Quelqu'un avait délibérément orchestré cette rencontre entre la fille de l'avocat de Vincent et Clémence. Sur le chemin du retour, alors que Clémence s'était endormie sur la banquette arrière de la voiture, épuisée par les émotions de la journée, Julien prit une décision. « Je pense que vous devriez accepter ma proposition, » dit-il doucement. « Partir en Provence, au moins jusqu'à l'audience ?» Préliminaire. Ce qui s'est passé aujourd'hui prouve que quelqu'un cherche à vous atteindre à travers Clémence. Élodie hésitait encore. Fuir donnerait l'impression que j'ai quelque chose à cacher. Ce n'est pas fuir, contra Julien. C'est protéger tes enfants pendant que nous réglons cette situation. Nous, releva Élodie. Julien prit sa main, la serrant doucement. Oui, nous. Tu n'es plus seule, Élodie, et je ne laisserai personne vous faire du mal, ni à toi, ni à Clémence, ni à Thomas. Dans le rétroviseur, Élodie aperçut le visage endormi de sa fille. Pendant des mois, elle avait lutté seule pour la protéger, pour leur offrir un toit, de la nourriture, un semblant de normalité. Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui proposait de partager ce fardeau. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. « Nous irons en Provence. » Ce qu'elle ignorait, c'est que cette décision allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient définitivement leurs vies à tous. La maison de Julien en Provence se révéla être un véritable havre de paix. Nichée au milieu des oliviers et des vignes, à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, la Bastide du XVIIIe siècle offrait une vue imprenable sur la montagne Sainte-Victoire. L'air embaumait la lavande et le thym, et le chant des cigales berçait les journées chaudes de juin. Pour Clémence, ce fut une révélation. Libérée du stress de l'école et des moqueries de ses camarades, elle s'épanouissait comme une fleur au soleil. Elle passait ses journées à explorer le vaste jardin, à nourrir les poules que gardait le gardien, M. Rosset, et à dessiner inlassablement les paysages qui l'entouraient. Thomas, désormais âgé de 15 mois, faisait ses premiers pas dans l'herbe douce, sous le regard attendri d'Élodie, qui redécouvrait le bonheur simple de voir ses enfants heureux et en sécurité. Julien les avait installés avant de retourner à Paris pour gérer son entreprise et suivre l'évolution de la situation avec Vincent. Il avait promis de revenir chaque week-end et tenait parole, apportant avec lui des nouvelles de la capitale et des cadeaux pour les enfants. Ce vendredi soir, Élodie l'attendait sur la terrasse, contemplant le soleil qui descendait lentement derrière les collines. Les enfants dormaient déjà, épuisés par une journée de jeu en plein air. Un bruit de moteur la tira de sa rêverie, la voiture de Julien qui remontait l'allée de gravier. Son cœur s'accéléra légèrement, comme à chaque fois qu'elle le revoyait, après quelques jours d'absence. Ces séparations et retrouvailles régulières avaient cristallisé ce qu'elle ressentait pour lui. Une tendresse profonde mêlée d'admiration et de gratitude, mais aussi quelque chose de plus troublant qu'elle n'osait pas encore nommer. « Bonsoir », dit Julien en montant les marches de la terrasse, un bouquet de pivoines à la main. « Pour toi. »« Merci », sourit Élodie en prenant les fleurs. « Comment était le trajet ?»« Long », admit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Mais ça en vaut la peine. » Ils restèrent un moment silencieux, savourant la douceur du soir et la présence l'un de l'autre. Puis Julien sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai des nouvelles de Claire, » annonça-t-il. « L'audience préliminaire est fixée au 15 juillet. » Élodie sentit son estomac se nouer. « Si tôt ?» « Oui, Maître Leroy a accéléré la procédure.
Claire pense que c'est parce qu'ils veulent profiter de la période estivale où les tribunaux sont moins engorgés. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Rien de fondamentalement différent. Claire est confiante. Nos arguments sont solides. Il hésita un instant avant d'ajouter « Il y a autre chose. J'ai découvert qui finance Vincent. » Élodie se figea, redoutant ce qu'elle allait entendre. « C'est Philippe, » confirma Julien, la mâchoire serrée. « Mon propre frère. » Malgré ses soupçons, la confirmation fut comme un coup au cœur pour Élodie. « Comment as-tu découvert ça ?» J'ai demandé à mon responsable informatique de surveiller les mouvements bancaires suspects. Philippe a versé une somme importante à un intermédiaire qui a ensuite payé Maître Leroy. « Je suis désolé, » murmura Élodie. « Je ne voulais pas créer de conflit entre ton frère et toi. »« Tu n'as rien à te reprocher, » répondit fermement Julien. « C'est Philippe qui a franchi une ligne inacceptable. Je l'ai confronté hier. »« Que s'est-il passé ?» Julien passa une main dans ses cheveux, visiblement troublé par ce souvenir. Il n'a même pas nié. Il a dit qu'il faisait ça pour me protéger de moi-même, que j'étais aveuglé par mes émotions et que tu étais une opportuniste qui profitait de ma vulnérabilité. La colère et la douleur se disputaient dans sa voix. Il est allé jusqu'à suggérer que je n'étais pas mentalement stable depuis la mort d'Elisabeth, que mes décisions concernant l'entreprise devenaient irrationnelles. Il a même mentionné qu'il explorait des options légales pour contester ma capacité à gérer notre patrimoine familial. Élodie porta une main à sa bouche, horrifiée. Il irait jusque-là? Apparemment. Mais je ne le laisserai pas faire. J'ai déjà pris des mesures pour protéger mes actifs et mes décisions professionnelles. Il se tourna vers elle, prenant ses mains dans les siennes. Élodie, je dois te demander quelque chose d'important. Accepterais-tu que j'adopte légalement Clémence et Thomas? La question l'a pris totalement au dépourvu. Quoi? Je sais que ça peut sembler précipité, continua Julien, mais cela renforcerait considérablement notre position contre Vincent. En tant que père adoptif, j'aurais des droits légaux qui me permettraient de mieux protéger Thomas. Et Clémence serait également protégée. Élodie retira doucement ses mains, submergée par cette proposition inattendue. Julien, je ne sais pas quoi dire. C'est une décision énorme. Bien sûr, acquiesça-t-il rapidement. Prends tout le temps dont tu as besoin pour y réfléchir. Je voulais simplement que tu saches que c'est une option. Et pour toi, demanda-t-elle doucement, qu'est-ce que cela signifierait? Julien la regarda longuement avant de répondre. Pour moi, ce serait l'honneur de ma vie. Ces enfants, ils m'ont rappelé ce que c'était que d'avoir un but, une famille. Ils ont guéri quelque chose en moi que je croyais brisé à jamais. L'émotion qui transparaissait dans sa voix toucha Élodie au plus profond d'elle-même. Pourtant, une question demeurait. Et nous deux, Julien, où nous situons-nous dans tout cela? Il prit une profonde inspiration. Je crois que tu sais ce que je ressens pour toi, Élodie. Depuis cette nuit de décembre, tu as changé ma vie. Mais je ne veux pas te presser. Tu as traversé tellement d'épreuves, subi tant de traumatismes avec Vincent. Je comprends que la confiance et l'amour ne peuvent pas être reconstruits en quelques mois. Ce n'est pas seulement ça, admit Élodie. J'ai peur de ce que les gens diront, que je suis avec toi pour ton argent, ton statut, que je profite de ta générosité. Est-ce vraiment ce qui t'importe, l'opinion des autres? Non, bien sûr que non. Mais pour Clémence, pour Thomas, je ne veux pas qu'ils grandissent avec ce genre de rumeurs, qu'ils entendent que leur mère est une... Arrête, l'interrompit doucement Julien. Ne laisse pas les préjugés des autres dicter ta vie. Ce qui compte, c'est ce que nous savons, toi et moi, ce que nous ressentons. Élodie ferma les yeux, laissant les paroles de Julien résonner en elle. Depuis combien de temps n'avait-elle pas permis à son cœur de parler, étouffant ses sentiments sous le poids des responsabilités et de la peur? « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle finalement. « Pour l'adoption, pour nous, je veux être sûre que nous prenons les bonnes décisions, pour les bonnes raisons. » Bien sûr, acquiesça Julien, nous avons tout le temps. Mais le destin en avait décidé autrement. Car au même moment, à Paris, Philippe Moreau recevait un appel de Vincent Mercier. « Monsieur Moreau, j'ai des informations importantes. Je sais où se trouve mon fils. » Philippe sourit froidement. « Excellent. Comment l'avez-vous découvert ?» Un employé de l'hôtel où travaille la nounou a entendu une conversation. « Ils sont dans la maison de votre frère en Provence. Parfait. Êtes-vous prêt à agir comme nous en avons discuté ?»« Ça, absolument.
Mais ça va me coûter plus que prévu pour faire le déplacement et tout organiser là-bas. L'argent n'est pas un problème, assura Philippe. Faites ce que nous avons convenu et vous aurez votre fils, ainsi qu'une généreuse compensation pour votre coopération. En raccrochant, Philippe contempla le portrait de famille accroché dans son bureau, lui et Julien, enfants, avec leurs parents. « Je suis désolé, petit frère, murmura-t-il, mais c'est pour ton bien. Un jour tu me remercieras. » Ce qu'il ignorait, c'est que sa conversation venait d'être enregistrée, car Julien, méfiant après leur confrontation, avait demandé à son chef de la sécurité d'installer des micros dans le bureau de son frère. À des centaines de kilomètres de là, sur la terrasse provençale, le téléphone de Julien vibra. Un message de son chef de sécurité. Urgent. Écoutez le fichier audio joint. Vincent Mercier sait où vous êtes et prévoit quelque chose. Philippe est impliqué. Le visage de Julien se durcit en écoutant l'enregistrement. Quand il leva les yeux vers Élodie, sa décision était prise. Nous devons partir, maintenant. Quoi? Pourquoi? Vincent sait que nous sommes ici. Philippe lui a donné des instructions, probablement pour tenter de prendre Thomas. Nous ne sommes plus en sécurité. La terreur envahit Élodie, mais elle se ressaisit rapidement. Où pouvons-nous aller? J'ai une propriété dont personne ne connaît l'existence, pas même Philippe. Une petite maison sur l'île de Porquerolles. Nous y serons en sécurité le temps que je règle définitivement cette situation. Alors qu'ils rassemblaient rapidement leurs affaires et réveillaient doucement les enfants, Élodie comprit que le conflit avec Philippe venait de franchir un nouveau cap. Ce n'était plus une simple désapprobation familiale, mais une véritable guerre ouverte. Et au milieu de cette bataille se trouvaient deux enfants innocents dont l'avenir dépendait désormais de l'issue de ce conflit. L'île de Porquerolles, joyau émeraude posé sur la Méditerranée, accueillit la petite famille comme un refuge hors du temps. La maison de Julien, une ancienne demeure de pêcheurs rénovée avec goût, se nichait au milieu des pins parasols, à quelques pas d'une crique secrète aux eaux cristallines. Ici, pas de route pour les voitures, seulement des chemins de terre, parcourus à pied ou à vélo, et un village pittoresque où les habitants vivaient au rythme des marées. Une semaine s'était écoulée depuis leur départ précipité de la Provence. Julien avait dû retourner brièvement à Paris pour confronter Philippe avec l'enregistrement et prendre des mesures légales contre son frère et Vincent. Élodie et les enfants étaient restés sur l'île, protégés par deux agents de sécurité discrets mais efficaces. Ce matin-là, Élodie préparait le petit déjeuner sur la terrasse ensoleillée. Thomas jouait à ses pieds avec des coquillages, et Clémence dessinait concentrée sur son carnet. L'angoisse des derniers jours s'était légèrement apaisée, mais une inquiétude sourde persistait. Julien devait revenir aujourd'hui avec des nouvelles qui détermineraient leur avenir. « Maman », appela Clémence sans lever les yeux de son dessin, « est-ce que Julien va devenir notre papa ?» La question posée avec une simplicité désarmante prit Élodie au dépourvu. « Pourquoi demandes-tu ça, ma chérie ?» Clémence haussa les épaules. « Parce qu'il nous aime et que toi aussi tu l'aimes, et parce qu'il a dit qu'il voulait nous protéger pour toujours. » Élodie s'assit à côté de sa fille, touchée par sa perspicacité. « Tu aimerais que Julien devienne ton papa ?» Clémence leva enfin les yeux de son dessin. « Oui, il est gentil, il ne crie jamais, et il fait des blagues drôles, pas comme l'autre papa de Thomas qui était méchant. »« Tu te souviens de lui ?» demanda doucement Élodie, surprise que Clémence garde des souvenirs de Vincent. « Je me souviens qu'il te faisait pleurer, » répondit simplement la petite fille. « Julien, lui, il te fait sourire. » Cette observation, dans sa simplicité enfantine, contenait une vérité profonde qui toucha Élodie en plein cœur. Oui, Julien la faisait sourire. Il avait apporté la lumière dans leur vie quand tout semblait sombre, et malgré tous les obstacles, tous les doutes, elle ne pouvait nier ce qui fleurissait en elle. Un amour authentique, né non pas de la gratitude ou de la dépendance, mais d'une véritable connexion d'âme. « On verra, ma chérie, » répondit-elle finalement, embrassant le front de sa fille. « Pour l'instant, nous devons résoudre quelques problèmes d'adultes. » Le bruit d'un bateau approchant interrompit leur conversation. Élodie se leva, reconnaissant le petit yacht de Julien qui s'avançait vers leur crique privée. Son cœur s'accéléra. Il était de retour. Quelques minutes plus tard, Julien grimpait le sentier menant à la maison. Son visage semblait à la fois épuisé et déterminé. Clémence courut à sa rencontre, se jetant dans ses bras avec un cri de joie.
Il la souleva, la faisant tournoyer dans les airs avant de la reposer et de s'approcher d'Élodie et Thomas. « Comment se sont passées ces journées ?» demanda-t-il, embrassant Élodie sur la joue et ébouriffant les cheveux du petit garçon qui gazouillait de plaisir. « Paisible, répondit Élodie, mais nous étions inquiets pour toi. » Julien s'assit avec eux pour le petit déjeuner, acceptant avec gratitude la tasse de café qu'Élodie lui tendait. Il semblait hésiter sur la façon d'aborder les nouvelles qu'il apportait. « Clémence, dit finalement Élodie, comprenant qu'il fallait ménager un espace d'intimité. Pourrais-tu aller montrer à Thomas ta collection de coquillages sur la plage? Restez près de la maison, d'accord? » Une fois les enfants partis, escortés discrètement par l'un des agents de sécurité, Julien prit les mains d'Élodie dans les siennes. « J'ai beaucoup de choses à te dire, commença-t-il. Certaines bonnes, d'autres plus complexes. Je t'écoute, répondit-elle, se préparant au pire. Commençons par Philippe. J'ai déposé l'enregistrement auprès des autorités. Il est actuellement en garde à vue pour complicité de tentative d'enlèvement d'enfants. Vincent également. Il ne représente plus une menace immédiate. Un immense soulagement envahit Élodie. C'est terminé alors? Pas tout à fait, tempéra Julien. Le procureur a accepté de poursuivre, mais le processus judiciaire sera long. En attendant, j'ai obtenu une ordonnance restrictive contre Vincent. Il ne peut plus s'approcher de Thomas ni de toi. Et pour la demande de garde, Claire a déposé une requête pour que Vincent soit déchu de ses droits parentaux en raison de sa tentative d'enlèvement. Vu les circonstances, les chances sont bonnes, mais rien n'est certain tant que le juge n'a pas statué. Élodie hocha la tête, absorbant ces informations. Et Philippe? Le visage de Julien s'assombrit. C'est plus compliqué. Sur le plan juridique, il risque une condamnation pour complicité. Sur le plan personnel, notre relation est irrémédiablement brisée. La douleur dans sa voix était palpable. Malgré tout ce que Philippe avait fait, il restait son frère, le dernier membre de sa famille. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Julien après un moment. Philippe a mis ses menaces à exécution. Il a entamé une procédure pour me faire déclarer mentalement instable et inapte à gérer l'entreprise familiale. « Quoi ?» s'exclama Élodie, incrédule. « Comment peut-il faire une chose pareille ?» Il a rassemblé des témoignages sur mon comportement erratique depuis la mort d'Élisabeth, mes périodes d'isolement, puis ce qu'il appelle ma fixation obsessionnelle sur ta famille. Il a même payé un psychiatre pour établir un diagnostic à distance. C'est absurde, personne ne croira ça. Malheureusement, dans le monde des affaires, la simple suggestion d'instabilité peut causer des dommages. Les actionnaires s'inquiètent. Les partenaires hésitent. J'ai dû convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration pour les rassurer. « Je suis désolé, murmura Élodie, se sentant responsable de cette situation. « Ne le sois pas, répondit fermement Julien. Philippe aurait trouvé n'importe quel prétexte pour tenter de prendre le contrôle. Il a toujours été jaloux de ma position à la tête de l'entreprise. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Il y a autre chose que je dois te dire. Pour contrer les accusations de Philippe, j'ai dû prendre des mesures radicales. J'ai décidé de me retirer temporairement de la direction opérationnelle de l'entreprise. » Julien, non, tu ne peux pas abandonner ce que tu as bâti. Je ne l'abandonne pas. J'ai nommé Marianne Dufresne comme directrice générale par intérim. Elle connaît l'entreprise presque aussi bien que moi, et je lui fais entièrement confiance. Je reste président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire. Mais pourquoi faire ça? Pour plusieurs raisons. D'abord, cela coupe l'herbe sous le pied de Philippe. On ne peut pas me déclarer inapte à un poste que je n'occupe plus activement. Ensuite, cela me donne la liberté dont j'ai besoin pour me concentrer sur ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Demanda doucement Élodie. Les yeux de Julien s'ancrèrent dans les siens. Toi, les enfants, notre avenir ensemble, si tu le veux toujours. Il sortit un petit écrin de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague ornée d'un saphir entouré de petits diamants. Je ne suis pas parfait, Élodie. J'ai mes blessures, mes démons, comme tu as les tiens. Mais je t'aime et j'aime Clémence et Thomas comme s'ils étaient mes propres enfants. Je veux construire une vie avec vous trois, si tu m'en donnes la chance. Élodie contempla la bague, puis le visage de l'homme qui avait changé sa vie. Tu es sûr? Avec tout ce qui se passe, les accusations de Philippe, le procès à venir. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, affirma Julien. Ces épreuves ne font que confirmer ce que je ressens. La vie est trop courte pour reporter le bonheur.
Des larmes d'émotion montèrent aux yeux d'Élodie. « Clémence m'a demandé ce matin si tu allais devenir son papa. Elle a dit que tu me faisais sourire, contrairement à Vincent qui me faisait pleurer. » Julien sourit, touché par cette observation. « Et qu'as-tu répondu ? » Que nous devions d'abord résoudre quelques problèmes d'adultes. Elle prit une profonde inspiration. « Mais la vérité, c'est que je t'aime aussi, Julien. Tu nous as sauvés dans tous les sens possibles du terme. Pas seulement matériellement, mais émotionnellement. Tu as restauré ma foi en l'humanité, en l'amour. » Elle tendit sa main, laissant Julien glisser la bague à son doigt. « Oui, je veux construire une vie avec toi. Je veux que tu deviennes le père de mes enfants. Je veux être ta femme. » Julien l'attira contre lui, l'embrassant avec une tendresse mêlée de passion qui scellait leur engagement. Au loin, ils entendirent le rire de Clémence qui jouait avec Thomas sur la plage, insouciante et heureuse comme tous les enfants devraient bien l'être. « Il y a une dernière chose, » dit Julien en se séparant doucement d'elle. « J'ai pris des dispositions pour que nous puissions nous marier ici, sur l'île, dès la semaine prochaine si tu le souhaites. Une cérémonie simple, intime, juste nous quatre, et quelques amis proches comme Martine et Marianne. » Sitôt, s'étonna Élodie. « Pour des raisons pratiques d'abord, cela renforcera considérablement notre position dans les procédures judiciaires à venir. Mais surtout, parce que je ne veux plus perdre un seul jour sans que nous soyons officiellement une famille. » Élodie réfléchit un instant. Toute sa vie, elle avait dû lutter, faire des compromis, accepter moins que ce qu'elle méritait. Pour une fois, l'univers lui offrait une chance de bonheur complet, sans condition ni réserve. Pourquoi hésiter ? D'accord, dit-elle avec un sourire radieux. Marions-nous ici, sur cette île de rêve. Ce qu'ils ignoraient, c'est que sur le continent, les événements s'accéléraient, car si Vincent et Philippe étaient momentanément neutralisés, leurs actions avaient déclenché une tempête médiatique qui menaçait d'atteindre même ce refuge insulaire. L'histoire de l'héritier Moreau qui abandonnait son empire pour une famille autrefois sans abri faisait déjà la une des tabloïds, attisant la curiosité du public et l'avidité des journalistes prêts à tout pour un scoop. 15 ans, c'était écoulé depuis ce mariage simple mais émouvant sur l'île de Porquerolles. La vie avait continué son cours, avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses joies, façonnant peu à peu une famille unie par des liens plus forts que le sang, des liens forgés dans l'adversité et renforcés par l'amour. Ce matin de décembre, Élodie Moreau contemplait Paris depuis la fenêtre de leur appartement du Marais. La ville s'éveillait sous une fine couche de neige, rappelant étrangement cette nuit glaciale où tout avait commencé. À 45 ans, Élodie avait conservé sa beauté naturelle, simplement mûrie par le temps et l'expérience. Après avoir obtenu son diplôme en histoire de l'art, elle dirigeait désormais la Fondation Moreau pour les Arts, une organisation qui soutenait les artistes émergents et rendait l'art accessible aux communautés défavorisées. « Maman, tu as vu mon ordinateur portable ?» La voix de Clémence résonna depuis sa chambre. À 23 ans, Clémence était devenue une jeune femme remarquable, grande, élancée, avec les traits fins de sa mère et une détermination qui n'avait fait que se renforcer avec les années. Diplômée en lettres de la Sorbonne avec les honneurs, elle venait de terminer son premier roman, une œuvre semi-autobiographique racontant l'histoire d'une petite fille qui sauve sa famille par une promesse. « Sur la table du salon, » répondit Élodie. « Tu es prête pour la cérémonie ?»« Presque. Je suis tellement nerveuse. » Aujourd'hui était un grand jour. La maison d'édition Gallimard organisait une réception pour célébrer la publication du livre de Clémence, qui avait déjà reçu des critiques dithyrambiques en pré-publication. Mais ce n'était pas tout. Après la réception, ils avaient prévu une visite très spéciale. « Thomas est déjà parti ?» demanda Clémence en entrant dans le salon, magnifique dans sa robe, bleu nuit. « Oui, il avait une répétition ce matin. Il nous rejoindra directement à la librairie. » Thomas, maintenant âgé de 16 ans, était un adolescent talentueux et sensible. Passionné de musique, il étudiait le violoncelle au Conservatoire de Paris, montrant des dispositions exceptionnelles. Julien l'avait légalement adopté peu après leur mariage, et Vincent, déchu de ses droits parentaux, après sa condamnation pour tentative d'enlèvement, n'avait plus jamais refait surface dans leur vie. « Et papa ?» « Il finalise quelques détails pour la surprise, » sourit Élodie, encore émue par la façon dont Clémence appelait naturellement Julien papa depuis toutes ces années.
La porte d'entrée s'ouvrit à cet instant, laissant entrer Julien, élégant dans son costume sombre malgré ses 60 ans. Il avait conservé sa prestance, même si ses tempes grisonnantes et les fines rides au coin de ses yeux témoignaient du passage du temps. Après quelques années en retrait, il était revenu à la tête de son entreprise, désormais transformé en leader mondial des technologies vertes, conciliant avec succès sa vie professionnelle et familiale. « Mes deux femmes préférées sont prêtes ?» demanda-t-il en embrassant tour à tour Élodie et Clémence. « Presque, » répondit Clémence. « J'aimerais relire mon discours une dernière fois. »« Prends ton temps, » dit Julien. « La voiture ne nous attend pas avant 1 heure. » Pendant que Clémence s'isolait pour se préparer, Julien prit Élodie dans ses bras, l'embrassant tendrement. « Tu te rends compte ?» murmura-t-il. « Notre fille publie son premier livre. »« Notre fille !» répéta Élodie, savourant ces mots qui n'avaient jamais perdu leur pouvoir d'émotion. Car si l'adoption légale de Clémence par Julien avait été une formalité administrative, l'adoption de cœur avait été immédiate et totale. « As-tu des nouvelles de Philippe ?» demanda-t-elle doucement. Une ombre passa sur le visage de Julien. Les relations avec son frère n'avaient jamais été complètement rétablies après les événements dramatiques d'il y a 15 ans. Philippe avait été condamné à une peine avec sursis pour complicité, puis s'était exilé aux États-Unis où il avait refait sa vie. Les frères communiquaient occasionnellement par email, une réconciliation fragile et distante, mais néanmoins réelle. Il a envoyé un message. « De félicitations pour Clémence », répondit Julien. Et il a même acheté son livre en précommande. « C'est un geste », concéda Élodie. « Oui, les choses s'apaisent avec le temps, même les blessures les plus profondes. » Cette réflexion résonnait particulièrement en ce jour spécial, car, après la cérémonie à la librairie, ils avaient prévu une visite qui bouclait symboliquement leur histoire. Quelques heures plus tard, la réception était un succès éclatant. La librairie, l'une des plus prestigieuses du quartier latin, débordait de monde venu célébrer le lancement de La Promesse d'hiver par Clémence Moreau. Thomas, superbe dans son costume, avait joué une pièce au violoncelle spécialement composée pour l'occasion, émouvant l'assistance jusqu'aux larmes. Quand vint le moment du discours, Clémence prit une profonde inspiration avant de s'adresser à l'Assemblée. « Ce livre est né d'une promesse », commença-t-elle, sa voix claire portant dans toute la salle. « Une promesse faite par une petite fille de 8 ans, dans une nuit glaciale de décembre, alors qu'elle n'avait rien d'autre à offrir que sa parole. « Je vous paierai quand je serai grande », avait-elle dit à un épicier bienveillant, en échange d'un peu de lait pour son petit frère affamé. Elle marqua une pause, cherchant du regard ses parents et son frère dans l'assistance. Cette petite fille, c'était moi. Et cette promesse a changé non seulement ma vie, mais celle de toute ma famille. Car ce soir-là, un homme a entendu cette promesse et a décidé d'y croire. Cet homme est devenu mon père, pas par le sang, mais par un choix, d'amour renouvelé chaque jour. Des larmes brillaient dans les yeux de Julien et Élodie, tandis que Thomas souriait avec fierté. Ce livre raconte notre histoire, romancée mais authentique dans ses émotions. L'histoire d'une famille créée non par la biologie, mais par la compassion, la résilience et l'amour. Une histoire qui prouve que les promesses ont le pouvoir de transformer des vies quand elles sont prononcées avec un cœur pur et honoré, avec intégrité. Les applaudissements résonnèrent longuement après son discours. La séance de dédicace qui suivit dura près de 2 heures, tant les lecteurs étaient nombreux et enthousiastes. Enfin, alors que le soleil commençait à décliner, la famille Moreau quitta la librairie pour se rendre à leur rendez-vous spécial. La voiture les déposa devant une petite épicerie de Montmartre, la même où tout avait commencé 15 ans plus tôt. L'établissement avait changé, modernisé, mais l'esprit du lieu demeurait. Marcel Dubois, désormais âgé de 85 ans, avait cédé la gestion quotidienne à son fils Antoine, mais il était venu spécialement aujourd'hui pour cette rencontre. Quand ils entrèrent, le vieil homme les attendait, assis près du comptoir. Son visage s'illumina en reconnaissant Clémence, malgré les années écoulées. « La petite fille aux pieds nus », murmura-t-il avec émotion, « te voilà devenue une femme magnifique. » Clémence s'approcha, sortant de son sac un exemplaire dédicacé, de son livre et une enveloppe. « Monsieur Dubois, » dit-elle solennellement, « il y a 15 ans, je vous ai fait une promesse. Aujourd'hui, je viens l'honorer. »
Elle lui tendit l'enveloppe qui contenait exactement le prix du lait et des provisions que Marcel leur avait données cette nuit-là. Le vieil homme prit l'enveloppe, ému aux larmes. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, petite. Te voir réussir, toi et ta famille, c'est le plus beau des paiements. »« Une promesse est une promesse, » insista doucement Clémence. « Vous m'avez fait confiance quand je n'avais rien. Cette leçon m'a accompagné toute ma vie. » Marcel accepta finalement l'enveloppe, puis se tourna vers Julien. « Vous avez fait du bon travail avec cette famille, monsieur Moreau. »« C'est eux qui m'ont sauvé, » répondit simplement Julien, serrant la main d'Élodie. Ils passèrent près d'une heure avec Marcel, partageant des souvenirs, des anecdotes, créant un nouveau lien entre passé et présent. Avant de partir, Clémence eut une idée. « Et si nous prenions une photo tous ensemble, pour immortaliser ce moment ?» Ils se rassemblèrent devant l'épicerie. Marcel, Antoine et sa famille, les Moreau au complet, unis par une histoire extraordinaire qui avait commencé par un geste de désespoir et de courage. Plus tard, en rentrant chez eux, Clémence demanda à faire un détour. Elle voulait voir le pont sous lequel ils avaient vécu pendant ces mois terribles. L'endroit avait changé, réaménagé dans le cadre d'un projet urbain, mais les souvenirs demeuraient. « Je me souviens avoir eu tellement peur ici », murmura Élodie, serrant la main de sa fille. « Et pourtant, c'est de cet endroit qu'est née notre nouvelle vie. » « Les plus belles fleurs poussent parfois dans les terrains les plus difficiles, » philosopha Julien. Thomas, qui était resté silencieux, prit la parole. « Je n'ai pas de souvenir de cette époque, mais grâce à ton livre, Clémence, j'ai l'impression d'y avoir été. Tu as transformé notre histoire en quelque chose de beau qui pourra inspirer d'autres personnes. » « C'était mon but, » confirma Clémence. Montrer que même dans les moments les plus sombres, une simple promesse peut allumer une lumière qui guide vers un avenir meilleur. De retour à l'appartement, alors que Thomas s'était retiré pour pratiquer son violoncelle et que Clémence répondait aux nombreux messages de félicitations, Julien et Élodie se retrouvèrent seuls sur leur terrasse. La nuit était claire. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles terrestres. « 15 ans », murmura Élodie, blottie contre son mari. « Parfois, j'ai l'impression que c'était hier. D'autres fois, il me semble que j'ai toujours vécu cette vie avec toi. » Julien caressa doucement ses cheveux. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de notre mariage sur l'île ? Que j'avais peur que notre bonheur ne dure pas, que la vie nous avait déjà tellement éprouvés qu'elle nous réservait peut-être d'autres coups durs. Et je t'avais répondu que nous affronterions chaque tempête ensemble, que nous étions plus forts à 4 que séparément. Et j'avais raison, sourit Julien. Nous avons traversé des moments difficiles, les procès, la campagne médiatique, les problèmes de santé de Thomas quand il était petit, les débuts compliqués de Clémence au lycée. Mais nous avons toujours trouvé un moyen de transformer les défis en opportunités, compléta Élodie. Comme lorsque la maladie de Thomas nous a inspirés pour créer ce programme de musicothérapie dans les hôpitaux. Julien hocha la tête, contemplant la ville qui s'étendait devant eux. Tu sais ce qui me frappe aujourd'hui ? Comment une simple décision peut changer des vies entières ? Si je n'étais pas entré dans cette épicerie cette nuit-là, si je n'avais pas trouvé le courage d'y envoyer Clémence chercher du lait, si Marcel n'avait pas été un homme bienveillant. Tant de si qui ont mené à ce nous, conclut Élodie, se tournant vers son mari pour l'embrasser tendrement. À l'intérieur, ils entendirent la mélodie du violoncelle de Thomas se mêler au rire de Clémence au téléphone. Les sons ordinaires et extraordinaires d'une famille heureuse qui avait transformé une promesse d'enfant en un héritage d'amour et de résilience. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Paris, Clémence se rendit seule à l'épicerie de Montmartre. Elle avait eu une idée pendant la nuit, quelque chose qu'elle voulait faire sans en parler à ses parents. Antoine Dubois l'accueillit avec surprise. « Clémence, tu as oublié quelque chose hier ?»« Non, » sourit-elle. « J'ai une proposition à te faire. L'enveloppe que j'ai donnée à ton père hier, j'aimerais que vous l'utilisiez d'une façon particulière. » Elle lui expliqua son idée. Créer un compte de confiance dans l'épicerie. L'argent de sa promesse servirait de base pour aider d'autres personnes dans le besoin, sur le principe de la confiance et de la dignité. Ceux qui le pouvaient rembourseraient plus tard, perpétuant ainsi la chaîne de solidarité. « C'est une belle idée », approuva Antoine. « Papa sera touché. » En sortant de l'épicerie, Clémence leva les yeux vers le ciel clair de décembre. La boucle était bouclée. Sa promesse d'enfant avait non seulement été tenue, mais elle continuait à vivre, à se transformer, à toucher d'autres vies. Dans son livre, elle avait écrit
Les promesses sont les ponts invisibles qui relient notre passé à notre avenir, nos rêves à notre réalité, nos cœurs les uns aux autres. Aujourd'hui, elle comprenait plus profondément que jamais la vérité de ces mots. Sur le chemin du retour, elle passa devant une librairie qui exposait son livre en vitrine. Une petite fille s'y était arrêtée, contemplant la couverture avec curiosité. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, et Clémence lui sourit, se demandant quelle promesse cet enfant ferait un jour et comment elle changerait le monde. Car c'était peut-être là le plus grand pouvoir des promesses, leur capacité à créer des ondulations qui s'étendent bien au-delà de nos vies individuelles, touchant des personnes que nous ne rencontrerons peut-être jamais.